Bonjour à tous, alors dans cette séance numéro 2, nous allons donc prolonger en guise de correction l'étude de cette VST, où je vais reprendre en premier lieu le texte numéro 1 en vous rappelant quelles images de la mine étaient mises en évidence, et ensuite nous aborderons le texte 2 et le texte 3 pour voir si ces images de la mine se retrouvent dans les trois textes et si du coup on peut extraire une vision thématique commune. Donc pour rappel, dans ce texte 1, les images de la mine qui étaient développées, c'était déjà un rapport aux enfers, aux ténèbres, et il apparaissait évident que du coup la mine était un lieu de supplice, un lieu de souffrance pour le mineur, mais aussi un lieu de déshumanisation. La mine aussi était un lieu de beauté, hein, c'est-à-dire que pour avilir l'homme, il s'agissait aussi de mettre en valeur la mine, donc c'est un lieu de richesse et de beauté, hein, de manière assez paradoxale. En travaillant la notion d'enfer, du coup, on peut se dire que la mine devient un lieu mythique, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on avait aussi mis en évidence. Voyons du coup dans les autres textes si ces idées se retrouvent. Bien, alors avant de procéder à l'analyse, je vais bien sûr lire le texte et le contextualiser. Donc on se trouve juste avant le passage que vous avez étudié en séance 1, puis en séance 2 à nouveau. Voici la lecture. Je vais essayer d'arrêter à peu près à chaque paragraphe pour voir si on peut faire correspondre interprétation et analyse par rapport au premier texte ou si on trouve de nouvelles choses. Il ne comprenait bien qu'une chose, le puits avalait des hommes par bouchées de 20 et de 30, et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Dès 4 heures, la descente des ouvriers commençait. Ils arrivaient de la baraque, pieds nus, la lampe à la main, attendant par petits groupes d'être en nombre suffisant. Sans un bruit, d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montait du noir, se calait sur les verrous avec ses 4 étages contenant chacun 2 berlines pleines de charbon. Des moulinaires, aux différents paliers, sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargées à l'avance de bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, 5 par 5, jusqu'à 40 d'un coup, lorsqu'ils tenaient dans toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait 4 fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande, pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongeait silencieuse, tombait comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble. Alors déjà, on observe dans ce passage que la mine apparaît comme monstrueuse. Ça, c'est une nouveauté, hein, parce que on parle de boucher, d'accord. Ensuite, on évoque le nom de gosier, donc qui renvoie à la gorge. Donc la mine avale, elle est en train de se transformer, elle se métamorphose, hein, de quelque chose qui était proprement inhumain et non vivant. La mine ne se transforme pas en homme, on n'ira pas jusqu'à la personnification, mais a priori elle devient monstrueuse. La preuve, regardez ici, ligne 4, vous vous retrouvez avec bête nocturne, d'accord, sans un bruit, d'un jaillissement doux de bête nocturne. Preuve que la mine est non pas humanisée, mais au moins elle est rendue vivante sous la forme d'une bête, d'un monstre. Du coup,
En bas, je vous propose de mettre, par le biais de la métaphore, qui est l'outil, en fait, c'est l'analyse, hein, la mine est rendue vivante, c'est une bête mangeuse d'hommes. À ce titre, par exemple, elle pourrait faire penser à des monstres mythologiques comme Scylla ou Charybde qui avalent les hommes qui passent devant elle. Ça pourrait être assez intéressant d'imaginer ça. Donc en passant par l'image, Zola mythifie en fait la mine et ici il la mythifie assez négativement. Si on revient au petit passage que je viens de vous lire, on observe aussi que la mine avilit les hommes. Regardez, on observe de nombreuses fois le fait qu'on qualifie les hommes non pas d'hommes vraiment, ils fonctionnent par groupe. D'accord. Au-delà du groupe, vous voyez, ce groupe va se transformer petit à petit, parce que les hommes s'empilent. Alors normalement, on ne s'empile pas, hein, d'accord. Et puis, parce qu'on est des hommes, donc ce sont les choses qui s'empilent, mais pas les hommes. Et petit à petit, l'homme est modifié. Regardez, il y a le terme beuglement qui apparaît. Beuglement, c'est plus un cri, hein, c'est un bruit d'animal en fait. Et à terme, des groupes d'hommes ont fini avec chargement de chair humaine. Preuve que l'homme n'est plus un homme, qu'il passe à l'état de groupe et que ce groupe perd même son humanité puisqu'on est à l'état de chair. D'accord. Donc ça c'est assez intéressant aussi de voir que la mine déshumanise à nouveau. Du coup, je vous ai noté évolution de la caractérisation des hommes d'individus à groupe, puis à chair. Donc la mine déshumanise. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu auparavant. Bon, et évidemment, on voit la notion d'enfer, puisqu'on est dans la descente, hein, d'accord. Le puits, hein, c'est un trou. Et puis on a le terme, me semble-t-il, enfin, de la noirceur qui apparaît, notamment avec charbon, hein, qui connote, hein, évidemment, une cage de fer qui montait du noir. Donc vous voyez qu'il y a une impression de verticalité, hein, monter et descendre. Et puis la noirceur qui suggère, qui connote le rapport aux enfers. D'accord. Idem, hein, dans le choix des verbes, vous voyez qu'on a le terme plonger, hein, plonger, monter, qui renvoie à la verticalité des enfers. D'accord. On poursuit. Hein. C'est profond, demanda Étienne à un mineur qui attendait près de lui, l'air somnolent. 554 mètres. Bon, disons 554 mètres, répondit l'homme. Mais il y a 4 accrochages au-dessus, le premier à 320. Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit. Et quand ça casse? Ah, bah quand ça casse. Le mineur acheva d'un geste. Son tour était arrivé, la cage avait reparu. De son mouvement aisé et sans fatigue, il s'y accroupit avec des camarades. Elle replongea, puis jaillit de nouveau, au bout de 4 minutes à peine, pour engloutir une autre charge d'hommes pendant une demi-heure. Le puits en dévora de la sorte, d'une gueule plus ou moins gloutonne, selon la profondeur de l'accrochage où il descendait. Mais sans un arrêt, toujours affamé de boyaux géants capables de digérer un peuple, cela s'emplissait, s'emplissait encore, et les ténèbres restaient mortes. La cage montait du vide dans le même silence vorace. Alors vous voyez, on retrouve notre idée de monstre dévoreur d'hommes, puisque vous voyez apparaître engloutir, d'accord, qui signifie avaler, hein, évidemment. Il y a le terme glouton, c'est-à-dire qu'on a un appétit féroce. Le terme gueule, qui renvoie à la monstruosité de la mine. Les boyaux géants. On a le terme digérer et vorace, d'accord. Tout cela, ça bien sûr, ça renvoie à notre métaphore de tout à l'heure, d'accord. Donc c'est la même idée qu'on revoit.
Enfin, on retrouve à nouveau l'idée d'avilissement de l'homme, hein, ne serait-ce que parce que l'homme perd de sa hauteur, hein. Il y a un travail ici de mise à bas de l'homme. Et puis, souvenez-vous, on avait travaillé le passage de l'individu au groupe, et donc du coup, vous voyez, l'homme n'est plus représenté à titre individuel, mais il est représenté à titre de groupe, c'est-à-dire du peuple, d'accord, avec le terme peuple. Enfin, on retrouve la notion de verticalité, évidemment, hein, et donc le rapport aux enfers, hein, vous avez le terme replongea, jaillir, qui veut dire sortir du bas, d'accord. Et vous avez aussi montait et vide, qui suggère les enfers, à nouveau. Donc du coup, ça c'est ce que j'avais pas noté, donc je vais le renoter ici, hein. Le rapport aux enfers, évidemment, qui est connoté, hein. Connotation avec les enfers. Ce qui nous le fait dire, c'est le travail sur la verticalité, et puis aussi sur la pénombre. Lié notamment aux verbes d'action, d'accord, qui sont en rapport avec le sujet de la mine. Voilà pour les exemples. Évidemment, j'avais déjà noté, hein, vous voyez en bleu, le caractère dégénératif de l'homme face à la mine. Donc voilà le troisième texte. Donc du coup, je vais procéder exactement de la même manière. Je vous fais la lecture, je contextualise, je vous fais la lecture, et partie par partie, on essaie de dégager les interprétations et analyses. Alors ici, on en est à la première apparition de la mine au loin, puisqu'en fait, on est au tout début du roman. Dans un roman, le début s'appelle un incipit. Il permet de présenter les personnages, les lieux et de donner un peu l'ambiance générale. Évidemment, c'est ce que fait Zola, et du coup, on va voir apparaître Étienne Lantier, vous allez voir, qui est celui qui marche, et on découvre la mine avec ses yeux, son regard et son point de vue. Donc du coup, ce texte se situe au début du roman. Il s'agit de l'Incipit de l'œuf. Ce sont les premiers pas d'Étienne près du Voreux. Voici la lecture. Et souvenez-vous, la question est: quelle représentation de la mine a-t-on ici? Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, 10 kilomètres de pavés, coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, de rafales larges comme sur une large mer, glacée d'avoir balayé les lieux de marée et de terre nue. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. Alors là, évidemment, on pressent l'image infernale, hein, parce qu'on a un usage de la métaphore et la connotation liée aux enfers assez présente, notamment en rapport avec les couleurs. Donc je poursuis avec mon stabilo, le même stabilo que précédemment. La nuit sans étoiles. D'abord on a nuit et puis on a le groupe prépositionnel sans étoiles qui signifie qu'il n'y a pas de lumière. Ensuite on a une jolie métaphore ici avec épaisseur d'encre. Et puis, on a une jolie métaphore à la toute fin, hein, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres, ce qui signifie qu'on n'y voit rien. Et aussi, à la troisième ligne, vous avez le sol noir. Preuve que ici, on nous fait rentrer dans une atmosphère proche de la pénombre et proche des enfers. Euh, le, le paysage est relativement désertique, hein, puisque c'est un paysage dans lequel le vent s'engouffre, les champs de betteraves sont plats, et donc du coup ça nous fait penser à un désert. Je poursuis.
L'homme était parti de Marchienne vers 2 heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup, et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les 2 mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis 1 heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à 2 kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, 3 brasiers brûlants en plein air et comme suspendus. D'abord il hésita, pris de crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. Alors là, du coup, on retrouve à nouveau la thématique des enfers, avec ce contraste noir plus lumière rouge, d'accord? Donc les feux rouges, évidemment, les brasiers brûlants, d'accord? Et peut-être on pourrait-on ajouter un élément tout de même, la crainte, la peur du personnage ici, puisque la mine est un lieu effrayant, mine de rien. Dans le texte numéro 2, on aurait pu le relever à travers la question d'Étienne, question qui n'obtient pas de réponse par l'ouvrier. C'est ce qui prouve que la mine renvoie à quelque chose de dangereux. Hein. Je poursuis la lecture. Un chemin creux s'enfonçait, tout disparut. L'homme avait à droite une palissade, quelques murs de grosses planches fermant une voie ferrée, tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche, surmontant de pignons confus, d'une vision de village aux toitures basses et uniformes. Là, pour l'instant, rien à dire, sauf peut-être un élément. Vous voyez, il y a le terme creux ici, qui renvoie à nouveau à la verticalité, à la connotation de la verticalité. On s'enfonce. Donc si on s'enfonce, ça veut dire qu'on pénètre dans un lieu qui, a priori, serait presque souterrain. Je poursuis avec le dernier paragraphe. Il fit environ 200 pas. Brusquement, à un coude du chemin, les feux reparurent près de lui, sans qu'il comprît davantage comment ils brûlaient, si haut dans le ciel mort, pareil à des lunes fumeuses. Mais au ras du sol, un autre spectacle venait de l'arrêter. C'était une masse lourde, un tas écrasé de constructions, d'où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées. 5 ou 6 lanternes tristes étaient pendues dehors à des charpentes dont les bois noircis alignaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques, et de cette apparition fantastique noyée de nuit et de fumée, une seule voix montait, la respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur qu'on ne voyait point. Alors évidemment, on poursuit avec la vision des enfers et le rapport au feu, à l'élément feu. Donc vous avez feu, brûlait évidemment, vous avez une cheminée qui implicitement renvoie au fait que on fait brûler quelque chose. Vous avez le terme lanterne. Et il me semble que c'est tout ça, c'est pour le rapport au feu, d'accord, dans la mine. Autre élément assez intéressant qui pourrait renvoyer aux enfers, le ciel est mort. Donc c'est une métaphore évidemment ici, hein, le ciel mort. Et donc du coup ça pourrait renvoyer à un lieu funeste évidemment. Autre élément aussi assez intéressant, vous avez l'idée de noirceur hein, qui est apparente, hein, puisqu'on sait que les fenêtres sont encrassées, donc il fait noir. Vous avez la fumée aussi qui renvoie à la noirceur. Et vous avez bois noirci. Ensuite, vous avez une jolie métaphore avec noyé de nuit et de fumée. Qui tout ça suggère évidemment le noir et donc peut renvoyer aux enfers. Ensuite, on a la verticalité qui revient. Et pour terminer, ça c'est une autre idée. Je crois qu'on l'avait mis en couleur bleue. Je vais vérifier 2 petites minutes. Non, on l'avait mis en jaune. Donc en jaune, le caractère monstrueux, on assiste à une métamorphose de la mine, puisqu'on entend à la fin du paragraphe
la respiration grosse et longue d'un échappement. Donc l'échappement, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain ou du vivant, mais on a une transformation de la mine en une espèce de monstre, en fait, qu'on a vu, en fait, dans les textes 1 et 2. Euh, Idem, vous avez quelque chose qui renvoie à la mine à quelque chose de vivant, puisqu'on évoque une notion de silhouette. Or, silhouette, ça ne peut renvoyer qu'à quelque chose de vivant et pas à une structure, à un bâtiment. D'accord? Tout ça nous prouve donc du coup que Zola, ça donne à une forme de transformation. Et il le dit lui-même, hein, cette métamorphose est une apparition fantastique, comme s'il s'agissait d'un monstre, en fait, quelque chose qui sortait du réel, en fait, hein, on est dans l'irréel. Alors lui, qui est un auteur naturaliste, ça peut paraître étrange, puisque un auteur naturaliste, c'est quelqu'un qui va vous proposer des descriptions qui s'approchent du réel. Donc ça veut donc dire qu'ici, Zola est en train d'argumenter, on est dans une argumentation indirecte qui suggère que la mine est euh, un danger pour l'homme, puisqu'il la transforme en une gueule, en un monstre à valeur d'homme. Alors là, on ne le sent pas hein, dans cette partie hein, qu'il va avaler les hommes, mais en tout cas, ce monstre, mais en tout cas, on sent que on a affaire à une mythification de la mine et une mythification dangereuse. Alors du coup, je vais faire la synthèse en dessous, histoire que vous ne soyez pas perdus. Donc, image, le rapport aux enfers. Comment? Analyse. On a euh, l'évocation, alors soit par connotation, soit connotée. Et deux Z à connoter, hein, d'accord? Soit métaphorique, donc soit métaphorique de la pénombre, d'accord? C'est ce qu'on a vu en noir par exemple, mais c'est pas le tout, on ne sait pas tout. Alors désolée pour la coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je reprends ce que je venais de dire. On a du coup un rapport aux enfers lié à l'évocation des enfers évidemment, soit de manière connotée, soit de manière métaphorique de la pénombre, mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi, c'est ce qu'on a vu en noir hein, évidemment, on a aussi la connotation avec les verbes qui connotent la verticalité et donc la notion d'enfer, de souterrain en réalité. On a noté aussi plus la connotation avec le champ lexical, la connotation du feu avec le champ lexical du feu. Voilà ce qu'on avait dit. Et puis ensuite, autre élément en jaune, on a la transformation de la mine en monstre via la métaphore, hein, apparition fantastique, silhouette et respiration grosse. Donc, du coup, je vous note transformation. Ah, pardon, je suis de la mauvaise couleur. Transformation via la métaphore de la mine en monstre. En monstre mythologique presque. Ça cache, c'est chez Zola, l'envie d'argumenter indirectement et de dire dès le départ le danger que la mine représente. Voilà. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes thématiques et les mêmes images, évidemment,
c'est pas anodin si je vous ai fait travailler en texte 1 sur le premier texte, évidemment. Alors, pour clore ce travail thématique, j'avais envie de vous faire travailler un petit peu sur le commentaire, en imaginant qu'on a un commentaire ensemble. Du coup, on pourrait proposer une problématique du type quelle image, euh, quelle image. Alors, ça pourrait être avec un S, évidemment. Zola propose-t-il de la mine? Et du coup, moi, en premier axe, j'aurais mis une vision réaliste. Sans doute aurais-je travaillé donc du coup d'abord sur l'aspect descriptif. Donc j'aurais relevé des verbes de description. Une description précise, par exemple, j'aurais noté. Une description précise. Alors j'aurais travaillé sur les lieux, l'imparfait évidemment, avec les verbes de description par exemple. D'accord. En petit b, peut-être que j'aurais travaillé sur l'expérience de la mine. En fait, cette description devient une expérience et j'aurais sans doute évoqué le point de vue qui est partagé, hein, soit point de vue omniscient, soit le point de vue interne d'Étienne. Voilà, alors je ne vais pas poursuivre trop longtemps. Et puis, je pense que j'aurais travaillé davantage sur l'aspect argumentatif, du coup, j'aurais mis une vision monstrueuse. Et tout ce qu'on a fait là à l'instant sur euh, les métaphores, etc., aurait été replacé ici, vous voyez. Donc, voilà ce que j'aurais proposé comme plan, pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, pour clore ce travail, je vais vous demander de faire un petit écrit d'appropriation dans votre carnet que vous pourrez partager sur Padlet. Cette fois-ci, j'ai créé un Padlet commun aux deux classes parce que, un, il nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble, vous allez le voir d'ici peu, et puis deux, bien, je trouvais que c'était sympathique que ce soit partagé, quoi. Donc dans votre carnet, vous écrivez image de la mine dans Germinal. Bien sûr, vous aurez pris soin avant de faire ce travail-là d'avoir fait votre page de garde sur Germinal, comme ça ce sera joli dans votre carnet, tout comme vous avez fait une page de garde pour les autres séquences. Normalement, ça aurait dû être fait à la séance 1. Et puis, ce que je vous demande de faire, c'est de sélectionner une citation pertinente ou plusieurs de l'un des trois textes. Et puis après, vous ajoutez, vous collez une image, ou vous dessinez, vous prenez un photogramme d'un film qui représente au mieux la mine. Donc vous faites du lien entre l'image et la citation. Voilà. Ça me permet de vous faire travailler votre représentation visuelle du passage. D'accord. Du coup, ce travail-là que vous aurez fait dans votre carnet, vous en prenez une photo et vous le postez sur le Padlet en n'oubliant pas de mettre votre prénom. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous.